Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Atlantic Financial Group. Alors, je me présente de façon assez rapide. Je suis Aïda Fofana, responsable sécurité financière. Donc là, je suis avec Madame Anoko Olga Lawson. Et on est là aujourd'hui en fait pour parler de la femme. Le 8 mars marquait la journée mondiale des droits des femmes. Donc, c'est dans cette optique, en fait, que Atlantic Financial Group, qui met beaucoup l'accent sur le leadership féminin, a organisé ce webinaire avec Madame Lawson, qui est founder, je pense, de Lawson Human Resources. Donc, on est avec elle aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est d'en savoir plus sur elle, comprendre en fait ces challenges. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vie privée, vie professionnelle, parlons-en. Donc, tout simplement, en d'autres termes, c'est de savoir comment allier la vie professionnelle à la vie personnelle en étant une femme dans notre société actuelle. Donc, je vais laisser Madame Lawson se présenter. Bonjour Madame Lawson. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Je suis ravie d'être avec vous. D'accord, nous aussi. Hein. Merci. On veut savoir qui vous êtes, on veut connaître plus ou moins votre parcours. D'accord. Et c'est un peu ça. Très bien. Donc, effectivement, je m'appelle Anoko Olga Lawson. Alors, comment me définir? Aujourd'hui, je peux dire que je suis une passionnée des ressources humaines, du capital humain. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine d'activité. Alors, c'est vrai que lorsqu'on se présente, on parle de son background. Donc, en termes de formation, j'ai une formation en droit du travail, en management des ressources humaines. Et en fait, je suis tombée dedans donc, il y a quelques années. Je n'ai jamais quitté ce domaine qui me passionne. Les hommes me passionnent. Donc, depuis voilà, près d'une vingtaine d'années, j'accompagne les personnes à se sentir bien sur leur lieu de travail, à bien travailler ensemble et surtout aider les entreprises à être performantes. Donc, lorsque j'ai démarré ma carrière professionnelle, d'abord, j'ai eu à occuper des positions de juriste en droit du travail, parce que c'était mon background d'origine, donc pendant 3 ans environ. Et très rapidement, j'ai vraiment souhaité occuper des postes de management en ressources humaines. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez rapidement. Avant mes 30 ans déjà, j'étais manager en ressources humaines dans le secteur de la santé, ensuite dans le secteur IT, où j'ai évolué jusqu'à obtenir un poste de DRH. Voilà. Et donc, il y a 8 ans environ, j'ai fait le choix, après, on va dire, ces 12 années passées en France, de venir m'installer sur le continent africain. Donc, il faut savoir que moi, je suis togolaise d'origine, née en France, et j'ai fait le choix de venir m'installer sur le continent, d'abord en passant par le Sénégal. Donc, j'ai eu le plaisir d'occuper un poste de DRH auprès de la société Deloitte au Sénégal. J'ai ensuite intégré un fonds d'investissement, toujours au Sénégal. Donc, ça m'a permis de découvrir le métier de l'investissement. Et donc, il y a 4 ans, j'ai posé mes valises à Abidjan. Et ça a été une phase assez, on va dire, importante, une période de ma vie importante, puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et justement, pour faire le lien avec le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce choix de me mettre à mon compte, c'était une manière justement de trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle en tant que femme et en tant que maman aussi, parce que j'ai un garçon. Donc ça a été vraiment ce qui m'a guidée. J'avais besoin de liberté, de pouvoir organiser mon travail comme je le souhaitais, mais surtout pour pouvoir consacrer le temps nécessaire à mon fils. Et aujourd'hui, donc je peux dire que j'ai organisé ma vie, non pas autour du travail, mais autour de ce qui est important pour moi d'un point de vue privé. Je travaille de chez moi, donc j'étais déjà en mode télétravail avant le Covid. Mes équipes sont toutes en télétravail. Aujourd'hui, dans mon équipe, je travaille uniquement avec des femmes qui sont mères de famille, qui travaillent de chez elles, ce qui leur permet également de s'organiser par rapport à leur vie familiale.
Et contrairement à ce que l'on pense, ça marche très bien. Ça leur permet d'être autonomes, d'être efficaces, et elles délivrent. Donc ça marche. Beau parcours, hein. Merci beaucoup. Donc du coup, je pense que vous avez abordé une partie de la première question. Quelle est votre définition d'équilibre de vie? Donc, comment est-ce que vous voyez ce terme-là? Est-ce que c'est une utopie pour vous? Est-ce que c'est atteignable? Alors, lorsqu'on parle d'équilibre vie privée, vie professionnelle, moi, ça fait une dizaine d'années que j'en entends parler. Équilibre vie privée, vie professionnelle, ça va avec les notions de bien-être au travail. Aujourd'hui, on parle de QVT. Donc, en fait, je pense que ça correspond à une prise de conscience de se dire, effectivement, c'est bien, le travail, c'est important pour tout être humain, pour se réaliser. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'implication dans son travail pouvait avoir parfois des conséquences néfastes, hein, j'utilise volontairement ce terme un peu dur, sur la vie professionnelle. Je pense qu'on a tous eu à rencontrer des personnes qui étaient complètement omnibulées par leur travail, qui ne vivaient qu'à travers leur travail et qui s'oubliaient. Hein, parce que lorsqu'on parle de vie privée, vie professionnelle, c'est pas forcément que vie familiale, la vie privée. Hein. C'est, comme je dis, c'est une question qui concerne tout le monde. C'est pas uniquement les parents qui sont concernés. Tout le monde a une vie privée. Même si je suis célibataire, sans enfant, j'ai une vie privée. Lorsque je sors du travail, j'ai le droit d'avoir envie de faire autre chose, d'avoir des loisirs, de voir mes amis, de voir ma famille, de ne rien faire. Tout à fait. Voilà. Donc, les entreprises se sont rendues compte que finalement, lorsqu'elles laissaient un espace, la possibilité aux collaborateurs de s'épanouir en dehors du cadre du travail, eh bien, ils ont pu constater qu'ils étaient plus efficaces. Ils étaient plus épanouis et effectivement, la performance était davantage au rendez-vous. Donc, je pense que c'est comme ça que cette notion est née il y a une dizaine d'années. Et je pense que si on en parle encore aujourd'hui, 10 ans après, c'est que c'est toujours un sujet. L'actualité. Voilà, c'est toujours un sujet d'actualité. On continue à avoir des personnes qui travaillent trop ou trop mal, parce que trop travailler, c'est pas forcément bien travailler. Des personnes qui se mettent dans des situations à risque. On parle de burn-out, on parle de souffrance au travail, parce que justement, les gens ont du mal à trouver un équilibre, à comprendre que certes, le travail, c'est important, mais dans la réalisation de soi, ce n'est pas forcément ce qui doit prendre toute la place dans une vie. Et peut-être je peux partager avec vous quelques statistiques sur cette notion. Bon, ces statistiques, elles viennent plutôt de l'Occident, même si c'est une question générale. Qu'est-ce que disent ces statistiques? On a environ 68% des collaborateurs, lorsqu'on les interroge, qui disent qu'ils souhaiteraient pouvoir bénéficier davantage de temps à consacrer à leur famille, à leurs enfants. Nous avons également à peu près 38% de personnes, de collaborateurs, lorsqu'on les interroge, qui disent « si j'avais la possibilité, j'aimerais avoir plus de temps pour mes loisirs et pour avoir plus de temps libre. » Pour soi-même. Et on a aussi 69% des personnes interrogées qui trouvent que leur employeur ne leur donne pas suffisamment de place pour leur garantir cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc je pense que ces statistiques disent beaucoup de choses. Les gens passent beaucoup de temps au travail, pas forcément parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils se disent que s'ils ne passent pas suffisamment de temps au travail, on va mal les voir. On va les regarder comme des personnes qui ne sont pas performantes. Je pense que vous avez déjà rencontré, ou vous voyez même au bureau, des personnes qui regardent la montre. Normalement, l'horaire de fin de travail, c'est 18h. On attend 18h01 pour se donner bonne conscience, et puis à 18h01, tout le monde est parti. Ou alors, il y a des personnes qui vont rester jusqu'à 20h parce que ça fait bien de rester jusqu'à 20h. Et souvent, on se dit, mais entre 18h et 20h, il se passe quoi? D'accord? Parce que la personne est efficiente, c'est ça. Exactement. Ou des personnes, au lieu de venir à 8h, qui vont venir à 6h
pour que leur manager se dise « Ah, la personne travaille bien ». Mais c'est parce qu'on vient à 6 heures qu'on est efficace, on peut venir à 6 heures et commencer à travailler à 9 heures. Puis il y a d'autres personnes qui font 8 heures, 18 heures, ils font tout ce... Voilà, ils sont efficaces parce qu'ils savent qu'après, il y a autre chose. Donc, ils s'arrangent pour être efficaces. Donc, ça signifie que je suis concentrée, je suis organisée, je fais ce que j'ai à faire, je délivre. Et lorsque l'horaire de travail est terminé, je me lève et je passe à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les mentalités, on est encore dans cette croyance qui dit « plus je reste au travail, plus je montre que je travaille bien ». Pourtant, dans les organisations, on s'oriente de plus en plus vers le management de la performance. Et le management de la performance, il est là pour dire, on vous fixe des objectifs, vous devez les atteindre, vous vous organisez pour les atteindre. C'est bon ça. Voilà. Je pense que la réponse nous a satisfait tous, assez complète. Ça nous amène à une deuxième question. Donc, le choix d'une carrière conditionne-t-il, on va dire, notre droit au bonheur d'une vie privée épanouie? Donc, est-ce que le fait de se dire, ok, je choisis une carrière, j'ai décidé que dans 10-15 ans, je dois atteindre tel objectif, est-ce que ça conditionne par derrière, on va dire, notre vie privée? Est-ce que ça limite, en fait, on va dire, notre épanouissement sur le plan privé? Alors, c'est une question qui est très intéressante. Surtout pour nous les femmes, parce que souvent on se dit que si on veut réussir, il faut faire des sacrifices. Et les modèles qu'on nous donne souvent, des femmes qui ont réussi, c'est des femmes qui ont tout sacrifié, qui n'ont pas de vie privée, entre guillemets. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des personnes qui s'en sortent très bien, et souvent les personnes qui s'en sortent très bien, c'est les personnes qui arrivent à faire la part des choses. Le travail, c'est important pour la réalisation de soi, mais tout ne passe pas par le travail. Et je peux travailler beaucoup tout en gardant du temps pour moi. Je vais vous donner un exemple. Pour bien travailler, je l'ai dit tout à l'heure, il faut organiser son temps. Organiser son temps, ça va passer par un planning, par des to-do list, des choses comme ça. Eh bien, pour réussir justement à trouver du temps pour soi, pour aller faire du sport, rentrer plus tôt le soir, faire les devoirs avec les enfants et ne pas se contenter de les voir 2 minutes le matin et 2 minutes le soir, il faut s'imposer des tranches horaires qui vont être dédiées à son temps privé. Donc, par exemple, pour moi, c'est important de faire du sport. Donc, tout le monde le sait maintenant. Donc, entre 18h et 19h30, je ne suis pas disponible. Mais ça va plus loin que ça. Je l'ai dans mon agenda. C'est que même si on me demande un rendez-vous entre 18h et 19h30, je vais dire non, je ne suis pas disponible. Et je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi je ne suis pas disponible. Donc, je peux faire tout ce que j'ai à faire avant. Si j'ai besoin de reprendre après, je reprends après. Et ça n'empiète en rien mon efficacité. J'ai lu dernièrement sur les réseaux sociaux justement une personne, et là c'était un homme d'ailleurs, qui disait voilà, moi dans mon entreprise, on a signé une charte justement, équilibre vie privée, vie professionnelle, qui prévoit notamment que tous les collaborateurs à 18h doivent être partis. Donc, en tant que chef d'entreprise, je considère que tous mes collaborateurs doivent être partis, donc je dois aussi donner l'exemple. Et cette personne racontait donc une anecdote, il disait voilà, j'ai un client qui m'a appelé, qui me dit voilà, j'ai besoin de tel dossier. Donc la personne lui répond pas de souci, je vous l'envoie demain matin. Le client lui répond avec un petit sourire au coin des lèvres non, 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 j'en ai besoin maintenant. Donc il lui a répondu non, je suis désolée, je suis déjà parti. Ah, mais c'est pas très sérieux ça, c'est la réponse qu'il a reçue. Ce n'est pas très sérieux. Donc, la personne qui racontait cette anecdote a dit, bon, moi, je suis restée sur ma position, j'ai attendu le lendemain matin pour lui envoyer le document qu'il souhaitait, mais lorsqu'il a repensé à la situation, ça l'a frustré. Il s'est dit, mais ça veut dire quoi, en fait, cette espèce de climat dans lequel nous vivons, qui veut nous faire croire que pour être un bon professionnel, il faut passer 20 heures par jour au travail. Voilà.
Et on en revient toujours au même sujet. Ce qui est important, c'est d'être efficace. Voilà. Plus on a de temps, et ça je pense que c'est humain, il y a des théories d'ailleurs qui le démontrent, plus on a de temps, plus on perd de temps. Plus le temps dans lequel on doit délivrer quelque chose, dans lequel on doit travailler est court, et plus ça nous met aussi un peu sous tension et ça nous oblige à être performants. Voilà. Ouais. Là j'ai eu ma réponse à la prochaine question, donc la recette miracle. Donc, si j'ai bien compris, c'est surtout d'être efficace. Donc, ça signifie en fait de prendre des décisions, de dire ok, je dois faire ça et je m'attelle à le faire. Je m'organise de cette façon, de sorte à ce que ça ne m'empiète pas sur ma vie personnelle et sur, on va dire, mes occupations privées, sur le temps que je dois passer en famille, avec des amis et tout. C'est ça. Mais je pense que ce qui est important, c'est que lorsqu'on tient ce genre de discours, bon, moi j'entends déjà des patrons qui vont dire « Ah oui, les nouvelles générations, ils ne pensent qu'au congé, ils ne pensent qu'au repos ». Ça ne signifie pas qu'il faut avoir maintenant un comportement aussi de se dire « Ah oui, équilibre vie privée, vie professionnelle, il est 18h01, je m'en vais ». Non, je pense qu'il faut aussi prendre ses responsabilités en fonction des situations. Bah, bien sûr, parfois on est obligé de travailler plus tard, on est obligé de travailler les week-ends. Bon, ça dépend du travail que l'on fait, hein, bien sûr. Mais il faut aussi être capable de le faire. Mais lorsqu'on le fait d'une manière permanente, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'organisation du travail. Les situations d'urgence, ça doit être une exception. Si on fonctionne toujours en mode urgence, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière dont on est organisé. Et cette manière d'être organisée, elle ne tient pas qu'aux individus, elle tient d'abord à l'entreprise. Quel est le cadre de travail qui est proposé par l'entreprise? Voilà. Excellent. Du coup, je pense que vous avez également répondu à mon autre question. Hein. J'ai anticipé. Ah, effectivement, vous avez anticipé. Donc là, en fait, je vais avoir une idée des pièges à éviter. Donc, si on veut être épanoui, quels sont les pièges, on va dire, qu'il faudrait éviter? Dans quelle sphère on doit éviter de tomber pour pas avoir à se retrouver dans une situation où finalement la vie professionnelle en fait bien conclut le déçu carrément sur la vie privée. Bien qu'on doit faire des sacrifices souvent comme des concessions, bien sûr, comme vous l'avez dit précédemment, faire des concessions dans les cas d'urgence et tout. Mais comment est-ce qu'on s'y prend pour pas tomber continuellement dans les pièges? Alors, il y aurait peut-être deux choses à dire. La première, ça va être de se faire confiance, d'avoir confiance en soi. C'est vrai que lorsqu'on travaille dans une organisation, on a un petit peu tendance à fonctionner par mimétisme. Si on arrive dans une organisation où tout le monde voilà, est un petit peu en mode boulot, on va se sentir mal de partir à 18h alors que tout le monde part à 20h, 21h. Ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment une bonne connaissance de soi, d'avoir confiance en soi et de se dire ce n'est pas parce que je fais exactement, je ne fais pas comme les autres que je ne suis pas un bon professionnel. J'ai parlé de l'horaire de travail tout à l'heure, je pense que c'est très important. L'horaire de travail, c'est ce qu'on appelle l'horaire collectif. Il est là pour dire c'est le temps pendant lequel nous devons être présents en même temps au travail. Ce qu'on fait avant, ce qu'on fait après, ça dépend de nous. Donc, dès lors qu'on respecte cet horaire de travail, je pense que c'est déjà bien, surtout s'il est bien utilisé, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui font du présentéisme aussi. J'ai lu aussi un article aujourd'hui, justement, qui parlait de cette tendance qu'ont des personnes à faire, alors on parlait d'émissions silencieuses. Je suis présent, vous l'avez vu aussi, hein? Je suis présent, mais en fait, je ne suis pas présent. Voilà. Je suis présent, mais je ne travaille pas vraiment. Donc, je pense que c'est un petit peu ce type de situation qu'il faut éviter. Et puis surtout, il faut se centrer sur ce qui est important pour soi dans la vie. Tout à l'heure, j'ai donné mon exemple. Je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où c'était important de me recentrer sur ma vie familiale. Mais c'est vrai que lorsqu'on est en début de carrière, on a faim, on a envie de travailler, on compte pas ses heures. Et je pense qu'il faut aussi l'accepter parce qu'on a aussi envie d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est pas pendant l'horaire collectif de travail qu'on va pouvoir se poser, faire des recherches, etc. Il faut être honnête. Mais après, il y a des périodes de sa vie où on a envie d'autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on va moins travailler.
L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que il ne faut pas avoir honte de parler de sa vie privée au travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on parle de sa vie privée, c'est aussi parler un peu de ses sentiments et de ses émotions. Ça ne veut pas dire que vous devez venir raconter votre vie au travail, mais c'est important lorsque justement vous sentez ces déséquilibres d'en parler à des personnes. Donc vous avez les ressources humaines qui sont là, ou même votre manager. Je pense que c'est important de pouvoir échanger aussi là-dessus et de se dire, bon, moi j'ai déjà eu des collaborateurs qui me disaient, moi j'ai un vrai problème parce que le matin, bon, avec les transports, etc., je suis obligée de partir très tôt le matin et je ne vois pas mes enfants. Et le soir, à la descente, pareil, avec les problèmes d'embouteillage que l'on connaît, eh bien, lorsque je rentre, je les vois 5 minutes. Donc concrètement, mes enfants, je les vois que le week-end et ça pose un vrai problème. Mes enfants sont en train de devenir adolescents, je ne suis pas là. Donc la personne est venue me voir et m'a demandé comment je peux faire, quelle est la solution qu'on peut trouver. Donc le simple fait de le verbaliser, déjà, je pense que c'est un vrai, voilà, c'est un grand pas en avant. Et puis pour nous autres, les femmes, il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter de culpabiliser, on a le droit de prendre du temps pour soi. Vie privée, c'est pas que les enfants, c'est aussi du temps pour soi. On a le droit de prendre du temps pour aller voir nos amis, aller se détendre. On a le droit de se reposer, parce que c'est la double peine. On travaille au bureau, il y a le travail qui nous attend à la maison, et l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est pas travail, travail, travail dans tous les sens. C'est prendre du temps pour soi aussi, et je pense qu'il faut déculpabiliser les femmes et donc nous rappeler qu'on a le droit aussi de prendre du temps pour nous-mêmes, pour respirer, souffler. Et lorsqu'on revient, que ce soit dans la sphère privée ou la sphère professionnelle, eh bien on se sent mieux, on est plus agréable et on est plus efficace. C'est ça. Voilà. Donc je retiens là qu'il faut prendre du soin, prendre pour soi. Honnêtement, c'est le point que je retiens, le point le plus important que je retiens personnellement, prendre du temps pour soi. Et disons que c'est une sorte de récompense en fait. Oui. Donc, tu travailles, certes, tu te donnes des récompenses, de sorte à ce que tu puisses être davantage motivé pour travailler. C'est une belle image, effectivement. Donc, j'espère que tout le monde a apprécié. Vraiment, merci. Je vous en prie. Merci pour ce échange constructif. Alors, on va demander le mot de fin à Mme Lawson. Est-ce que vous pouvez nous dire au sortir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, je pense que pour réussir à atteindre cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, il faut mettre en place une stratégie. Voilà, il faut mettre en place une stratégie. Et puis, au cœur de cette stratégie, il n'y aura qu'un seul élément, c'est vous-même. Soyez un peu égocentré, pensez à vous et construisez votre équilibre, un peu de loisirs, un peu de famille, un peu de travail, un peu de sport. Il faut gonfler ces différents ballons de manière équilibrée, de manière à ce que vous puissiez vous épanouir. Et je pense que pour que aussi ce concept trouve toute cette place dans les entreprises, il faut que les managers aussi jouent le jeu. Il faut qu'eux-mêmes donnent l'exemple. Moi, j'ai eu une patronne qui était vraiment exceptionnelle et qui m'a vraiment montré que cet équilibre vie privée et vie professionnelle, on pouvait l'atteindre même en travaillant beaucoup. C'était vraiment un bourreau de travail, vraiment excellente dans ce qu'elle faisait. Elle commençait ses journées, enfin elle commence toujours d'ailleurs, à 4 heures du matin pour avoir son temps de sport, de relaxation. Et c'était la première à arriver au bureau. Elle est arrivée, je crois, vers 6h, 6h30 au bureau. Mais à 20h, extinction des feux. Voilà. Mais ça donne vraiment un exemple, là où d'autres, voilà, nous on était toujours en train de s'agiter, en train de courir un petit peu dans tous les sens. Puis elle était toujours très posée, très zen, avec une capacité de travail assez impressionnante. Et elle trouvait toujours du temps pour tout, que ce soit le travail, le privé, elle trouvait toujours du temps pour tout. Donc je pense qu'il y a une responsabilité chez les managers aussi, à montrer l'exemple pour que nous autres aussi on puisse se dire, ah, si mon manager agit comme cela,
je dois aussi le faire parce qu'à quelque part, c'est un modèle. Hein, c'est ce qu'on appelle le leadership. Donc voilà, ce serait le mot de la fin. Les managers, aider les femmes à se libérer et à trouver cet équilibre à l'intérieur des entreprises. Donc voilà, de ce qu'on retient, certes, il faut attendre en fait que, on va dire, les managers aident, que l'environnement soit adéquat et tout, mais par derrière, tout commence par soi-même. Tout à fait. Donc, il faut accepter de prendre des décisions pour soi-même. Voilà. Donc, on va retenir ça. Et puis, merci beaucoup, Madame Lawson. Merci à vous. Et à très bientôt. Hein, parce que nous, on a hâte de vous rencontrer pour élargir encore avec grand plaisir de ce sujet. C'est tellement vaste, en fait, que on veut vous rencontrer encore. J'attends l'invitation. Merci. Donc, on se dit à bientôt alors. Merci.